Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous donner quelques nouvelles du potager, vous montrer les dernières avancées et puis un changement d'orientation dans la façon de vous parler d'un changement d'orientation dans la façon de gérer le potager. Alors les 10 tôles que j'avais installées ici sont toujours là, elles n'ont pas bougé, elles sont toujours en bon état. Il y en a une là-haut qui s'est abîmée parce qu'un petit tronc de buis s'est mis à pousser à travers une tôle, donc je suis allé le couper, histoire que tout ça puisse fonctionner correctement. Donc déjà par exemple si vous voulez opter pour un système comme ça pour capter l'eau, si vous avez le même problème que moi, c'est-à-dire pas d'eau à l'endroit où vous cultivez, n'utilisez pas ce type de tôle parce qu'elles sont transparentes, elles laissent passer la lumière et elles n'empêchent pas les végétaux de pousser. Et c'est probablement ça qui a été à l'origine de mon problème, parce que le buis, c'est une plante qui fait des racines assez profondes, donc il peut trouver de l'eau. Ce qui lui manque juste, c'est la lumière, et là, avec les tôles, elles arrivaient à passer. Alors, un des changements majeurs sur ce système, il se trouve ici. J'ai installé cette petite cuve à la place de la cuve de 350 litres qu'il y avait à l'origine. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai découvert que la cuve avait fait quelques dégâts sur l'arbre. Bon, il s'en remettra, mais le fait de l'avoir enlevé, je pense que ça ne lui a pas fait de mal. Ensuite, deuxième raison, et c'est la principale, je me suis rendu compte à l'usage qu'en été, la réserve d'eau à l'intérieur de cette cuve, c'était donc une cuve de 350 litres, s'évaporait très légèrement. Et l'eau que je récupérais, je la récupérais par un système de trop-plein au niveau de la cuve, qui ensuite partait dans ce tuyau jusqu'en bas au potager. Le problème, c'est qu'en faisant ça, l'été, le niveau eau de la cuve était atteint, débordé, et puis quand la pluie s'arrêtait, l'eau s'évaporait par le trou qui est ici, et cette évaporation faisait que quand la pluie suivante arrivait, il fallait qu'elle remplisse le récupérateur jusqu'à un certain niveau avant d'à nouveau déborder pour arriver au récupérateur plus bas. Donc j'ai opté pour un système différent. J'ai mis cette cuve qui est une sorte de réserve tampon pour le cas où il y aurait de très fortes pluies qui tomberaient et que cette petite gouttière là n'arriverait pas à tout récupérer et que ça puisse déborder. Alors le trou qui débouche ici est assez large, donc normalement à ce niveau là ça ne devrait pas poser de problème, mais la cuve c'est pour le cas où le tuyau de départ lui ne serait pas assez gros pour absorber le flux d'eau qui descendrait ensuite au récupérateur. Donc j'ai percé le bac par le bas avec un petit coude. L'eau s'évacue par là directement et ensuite elle descend jusqu'en bas. Et en bas, on va aller voir les derniers changements apportés. Alors le changement de braquet aussi sur mon mode de fonctionnement, c'est justement l'usage de l'eau. Au départ, mon but était de faire un potager sans arrosage. J'étais assez naïf entre guillemets sur la question. Parce que je me suis rendu compte quand même au fil du temps, et là je vous parle pas au bout de 2 semaines ou 3 semaines, mais au bout de 2-3 ans, que sans arrosage ça pousse pas. C'est pas compliqué, hein, ça pousse pas, surtout dans une terre comme la mienne qui est extrêmement drainante et caillouteuse et qui possède assez peu de matière organique. Donc exit les Pascal Pot et Damien Decars avec la méthode empaillant juste, ça suffit à ne pas arroser de tout l'été. Chez moi ça marche pas. Chez moi ça marche pas du tout. Donc ce que je fais maintenant, j'arrose et j'ai en quelque sorte rationalisé mon système pour pouvoir avoir tout de suite accès à une forte réserve d'eau. Alors forte, pour l'instant j'en suis à 6 mètres cubes, mais j'espère, si le système fonctionne, par la suite arriver à quelque chose de plus efficace. Donc voilà la suite du système. Le tuyau descend, arrive jusqu'ici, sur ces tôles que j'ai installées. Ce sont des tôles bitumineuses. Alors comme vous pouvez le voir, elles ont un gros avantage, elles se déforment avec la chaleur. Et c'est un avantage pour moi parce qu'il me suffit de les poser à même le sol pour qu'elles prennent la forme du sol et qu'elles ne bougent plus.
Donc voilà, ici j'en ai acheté une vingtaine. De mémoire, là-haut, nous avons une dizaine de tôles. Et donc ici, je me suis dit, je vais en installer une vingtaine, ce qui me permettra de tripler ma surface de captage de l'eau. Alors j'essaye de passer d'un côté à l'autre sans me casser la figure. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait un train de tôle qui descend assez fortement. La pente ici est très forte. Il faut savoir que mon petit bout de colline là, il y a 150 mètres à parcourir depuis le bas de mon terrain jusqu'en haut de la colline. Et sur Géoportail, il est indiqué un dénivelé d'environ 100 mètres pour ces 150 mètres de distance. Ça vous donne une idée de la pente avec laquelle on doit travailler ici. D'ailleurs, à propos de travail, une personne proche m'a dit que j'avais parlé de potager du paresseux. Oui, parce que c'est une personne que je suis beaucoup, le potager du paresseux. J'aime bien son propos, j'aime bien sa façon d'aborder les choses, sa façon assez scientifique d'aborder les choses. Et je m'inspire donc de son travail, mais effectivement, ici, c'est pas un tout potager du paresseux. Ici, il faut bosser pour obtenir quelque chose et il faut beaucoup bosser. En fait, ici, c'est juste ma salle de sport. Avant, je payais pour faire du sport. Maintenant, j'ai un potager et je bosse énormément pour arriver à obtenir quelque chose. Donc voilà, j'ai installé les tôles comme ceci, comme vous pouvez le voir. Ça fait une belle longueur. Les tôles font 2 mètres de longueur, donc 20 tôles, ça fait 40 mètres. Sauf qu'ici, j'ai dû couper le train de tôle et je vais vous expliquer pourquoi en vous montrant exactement ce qui s'est passé. Alors regardez, ici, la tôle a été déchirée. Ici aussi, elle a été déchirée. Ici, elle a été trouée. Ici, on voit une trace. Ici aussi, d'autres traces. Et un trou. Et ainsi de suite. Et en fait, si je vais regarder aussi là-dessous, je vois que ça a été déchiré aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, je suis monté et j'ai retrouvé ça. Et j'ai compris qu'en fait, en installant mon train de tôle en plein milieu de la colline, j'avais obstrué le chemin ou un des chemins de passage de toutes les bestioles sauvages qu'il peut y avoir ici, et particulièrement certainement des sangliers. Alors le sentier des sangliers part de là et il descend quelque part là-bas et il continue là-bas. Et si on va de l'autre côté, ici, il continue par là et les sangliers soit montent par là, soit descendent par là. En fait, si on regarde bien, on peut le voir. En fait, au bout d'un moment, on finit par les repérer. Donc j'ai dû changer un peu ma façon de faire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le chemin de tôle en réinstallant un petit morceau de gouttière ici pour faire arriver ce train de tôle là-dedans. Ensuite, à partir de ce morceau de gouttière, un coup de baramine dans le terrain. Oui, parce que un des outils que j'utilise le plus ici, c'est la baramine. J'en suis beaucoup servi pour fabriquer ma clôture, enfin pour mettre en place ma clôture. Et là, sans baramine, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que regardez ce qu'on sort d'ici, c'est essentiellement de la caillasse. C'est pas une belle terre argileuse à potager, ça marche pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fonctionne avec du paillage. Mon sol d'origine devient une espèce de roche-mère et par-dessus, je crée du sol pour pouvoir cultiver dedans. Donc voilà, j'ai installé ce système avec une espèce de réducteur, la naissance qui arrive là, une petite grille pour nettoyer tout ça et éviter les feuilles là-dedans, parce que vu le diamètre très faible du tuyau, c'est du 16 que j'utilise pour descendre, il est hors de question de laisser quoi que ce soit rentrer là-dedans, des brindilles, des feuilles ou quoi que ce soit, ça se boucherait très très vite. Donc ensuite ce coude part par là, descend et va rejoindre le tuyau de départ, celui-ci, qui se trouve
sous les tôles là-bas. Voilà, très important quand vous faites le raccordement, si vous faites une installation de ce type, quand vous faites le raccordement, de faire le raccord le plus bas possible par rapport à votre point de captage de départ, parce que sinon l'eau va remonter et à ce moment-là, vous perdez tout le bénéfice de votre travail. Voilà, donc un captage ici, un deuxième captage là-haut, en direct. Alors ici, il n'y a pas de fût, parce que je ne voulais pas en racheter. Le but est aussi d'acheter le moins de plastique possible, et il y en a déjà beaucoup sur ce terrain. Et donc, cette installation de tôle pour récupérer l'eau. Alors, je récupère mon matériel, la baramine, la serre-fouette, et on est parti. Je vais vous amener en bas et vous montrer les différentes avancées sur le terrain. Alors ici on arrive au deuxième captage avec des chaînes installées sur les tôles. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voilà, deuxième captage d'eau avec des chaînes pour maintenir l'ensemble à peu près proprement et l'eau qui arrive donc en bout de système avec la petite grille de protection pour éviter que les feuilles et les brindilles ne tombent dans le fût, et le fût qui, comme celui de là-haut, est percé par le fond pour capter l'eau, et l'eau ensuite s'écoule là-dedans et descend jusqu'en bas. Et c'est ce qu'on va faire nous aussi. Alors de temps en temps, j'ai mis sur mon système des thés avec une prise à l'air, parce que je me suis rendu compte que le système, il y avait comme des sortes de bulles d'air qui se coinçaient dans le système et qui empêchaient l'eau de s'écouler. Donc le fût se remplissait, mais ne se vidait pas dans le tuyau comme c'était prévu au départ. Alors, là on arrive à la clôture. Voilà, donc la clôture que j'ai dû faire pour les problèmes de vol et les problèmes de sanglier. On m'a volé un abricotier l'année dernière, au printemps 2020. Donc j'étais un peu en colère, donc j'ai décidé de faire une clôture. Et voilà le travail. Il y a 700, qu'est-ce que je dis moi, 300 mètres, je pense, à peu près, linéaires, de clôture autour du potager, qui permet donc d'éviter les problèmes de vol. Oui, parce que j'ai mis des caméras aussi, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Hein. Et comme ça au moins on est tranquille. Et puis ça permet aussi d'éviter les problèmes de sangliers, puisque les sangliers venaient régulièrement me labourer tout ce que je mettais au sol, tout le paillage, toute la matière destinée à nourrir le sol. Et puisque cette matière avait tendance à attirer tout ce qui est vers de terre et autres micro et macro-organismes qui peut leur plaire, donc eux n'avaient plus qu'à venir se servir. Donc à un moment donné, j'ai dit vous êtes gentils les gars, mais vous allez manger ailleurs. Moi j'essaye de faire pousser 3 tomates, donc ce serait sympa de me laisser profiter de mon petit terrain. Donc voilà, on arrive en bas. Donc voici les dernières évolutions. Ici du foin que j'ai rentré ces derniers temps, que j'ai laissé s'entasser ici. Ce foin est destiné à venir pailler
le potager, que ce soit les allées comme les carrés que vous voyez là. Et je ferai une autre vidéo pour expliquer comment j'ai réussi à me procurer ce foin gratuitement. Je suis tombé sur un bon plan. Peut-être que pas tout le monde aura accès à ce style de bon plan. Et, mais en gros, c'est la personne chez qui je vais récupérer mon crottin qui a une prairie et m'a laissé gentiment faucher cette prairie. Ce qui me permet de récupérer du foin régulièrement. Lui, ça l'arrange parce que ça lui permet d'avoir quelque chose de propre. Et moi, ça m'arrange parce que ça me permet d'avoir donc du foin. Voilà, tous les récupérateurs du terrain, je les ai amenés ici. Donc j'ai fait du terrassement, des espèces de terrasses pour poser tout ça bien proprement, avec du raccordement. Alors ici c'est très mal fait. J'aurais dû mettre les robinets, enfin les vannes en face des récupérateurs et pas l'été. L'été entre les récupérateurs. Là j'ai fait n'importe quoi. Il faudra que je rectifie ça. Donc là l'idée c'est de s'en servir cet été. Parce que là, ils sont tous pleins. Depuis la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, ils sont tous pleins. Parce qu'il a fallu que je les vide pour les descendre jusque là. Et tous ceux que je vous montre, là, il y en a une vingtaine en tout. Ils sont tous pleins. Donc ça fait 6 mètres cubes d'eau. Celui-ci, avec le trop-plein ici, c'est celui qui se trouvait tout là-haut, au niveau du grand pin. Donc voilà, il est descendu ici, je l'ai mis avec ces deux autres, de façon à ce qu'il soit jumelé de la même manière. Tout ça est raccordé ensemble par un tuyau donc, qui part de là-haut, qui arrive jusqu'ici, qui est relié à cet ensemble-là et qui est relié aussi à cet ensemble-là. Et tout ça ensuite part de là avec un robinet qui ici est fermé, on ne gaspille pas l'eau. Et un tuyau qui descend jusqu'au potager. Ce qui m'a permis d'arroser quelques petites babioles. Ici un peu de mâche qui a poussé. Ici une tentative d'épinard, ça n'a pas poussé, ça a été envahi par le gaillet gratteron. Et puis ma terre est pas assez mature ici, c'est un sol de forêt. Hein. Donc il n'y a pas grand chose qui y pousse. Donc il faut créer du sol. Ici les restes de topinambour. Comme vous pouvez voir, le foin que j'ai mis donne une herbe magnifique qui pousse là-dedans. Et donc là le but ça va être de remettre une couche de crottin et de foin au-dessus de tout ça. Ça va tuer l'herbe et ça permettra à ces topinambours de repousser et de donner un peu plus l'année prochaine et ainsi de suite. Et à force de nourrir ça tous les ans, ça donnera quelque chose de sympa. Alors les planches que vous pouvez voir ici, ce sont des planches que j'ai installées dans le but de déplacer ces palissages. Ces palissages ici sont mal placés. Le but de ces palissages c'était de tutorer les tomates. Sauf que les tomates ici ne sont pas bien placées. Le terrain ici est un peu trop en pente. Et quand on arrose, en tout cas quand j'arrosais, l'eau s'écoulait sous les carrés et je la voyais partir dans les allées et ne pas s'infiltrer correctement dans le sol. Et quand on sait justement la préciosité de l'eau ici, on essaye d'éviter ce genre de choses. Donc, j'ai préparé ces palissages en vue d'un déménagement et ils vont tous être amenés là-bas au fond du terrain sur ces 8 carrés qui ont été préparés cette année. Ah, ça chasse aujourd'hui. Ça chasse. Donc, j'en ai déjà déplacé un ici. Et les suivants vont venir ici, au-dessus de ces fèves. Et c'est ici qu'on fera les tomates l'année prochaine. Le terrain ici est beaucoup moins en pente, plus herbeux. Donc il y aura certainement plus de facilité à infiltrer l'eau dans le sol. Déjà d'une, avec un arrosage classique. Sauf que, par expérience, arroser 72 pieds de tomates, puisque je mets enfin ici, oui c'est ça, 9 carrés. Donc ce carré là, plus les 8 qui sont autour de moi, ça fait 9 carrés, 8 pieds de tomates par carré, ça fait 72 pieds de tomates. Si vous arrosez un pied de tomate pendant, allez, 1 minute,
d'eau à peu près, sans faire couler l'eau trop fort, parce que si vous la faites couler trop fort, elle fuite et elle va avoir tendance à passer sous les carrés et à aller inonder vos allées. Ben, ça fait 72 minutes d'arrosage minimum, ce qui est particulièrement contraignant. Donc cette corvée d'arrosage, à partir de l'année prochaine, je vais la supprimer. Et donc j'ai installé un système sur mes carrés de goutte à goutte. Alors je vous montre ça. Le tuyau d'arrosage que vous avez vu là-haut, par exemple celui-ci, arrivera là avec un petit raccord d'accouplement. Hop, on se branche là-dessus. Une petite vanne permet d'ouvrir le système. Ensuite, il y a un raccord qui part là et qui envoie l'eau sur un côté, et un autre tuyau qui envoie l'eau sur l'autre côté. Et ce tuyau est fixé tout simplement avec du fil de fer sur les planches, et tous les 30-40 cm à peu près, il y a un petit tuyau qui part avec un goutteur réglable. Voilà. Donc les tomates seront alimentées en eau comme ça l'année prochaine. J'ai fait un premier test déjà à la fin de l'été, voire même milieu d'automne. Ça fonctionne très très bien. C'est assez génial parce que vous pouvez laisser couler l'eau très lentement, ce qui permet de la laisser couler longtemps. Donc si vous la laissez couler très lentement, là vous êtes sûr qu'elle s'infiltre bien dans le sol et elle ne va pas avoir tendance à fuiter et à passer en dessous du carré. Elle va vraiment s'écouler dans le sol et profiter aux racines de la plante. Donc voilà, l'idée ce sera de mettre des systèmes de Y, de bifurcation sur le tuyau d'arrosage pour ensuite faire partir un autre tuyau vers les autres carrés là-bas et tous les alimenter de la même manière. Donc je mets en place les palissages. Ah, un beau coucher de soleil. Un coucher de soleil. Il est 16h30 ici. 16h, 16h30. Donc je mets en place, comme vous voyez, la lumière ici, on n'en a pas beaucoup sur le terrain. On en a pendant 1 heure ou 2 quand elle passe à travers la frondaison des arbres ici. Et puis une fois qu'elle a commencé à descendre derrière ces pins, c'est fini, on n'en a plus. Donc je disais, je vais mettre en place les palissages. Une fois que les palissages sont en place, j'installe le goutte à goutte de la même façon que sur ce carré. Je l'installe sur les 8 carrés que vous voyez ici. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à planter les tomates, préparer les tomates pour l'année prochaine. Je vais aussi tester une chose, c'est de planter les tomates en duo avec d'autres plantes, puisque cette année j'ai essayé des fraises, des cucurbitacées, du maïs, pas mal de choses, rien n'a fonctionné. Il n'y a que les tomates qui ont fonctionné. Comme c'est ce qui me demande le plus d'efforts, c'est là que j'ai concentré aussi tous mes efforts et surtout le peu d'eau que j'ai. Donc l'année prochaine, comme vous pouvez le voir ici, toutes les fèves qui sont plantées dans ces carrés sont plantées par double rangée. Alors il y a une raison à ça. L'idée c'est de venir l'année prochaine implanter les tomates ici, 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 au fur et à mesure de chaque côté de ces fèves. Parce qu'en général, les fèves, ça se termine alors que les tomates sont déjà démarrées. Donc l'idée c'est qu'il y ait toujours quelque chose qui pousse dans ces carrés. Donc les fèves sont là pour ça aussi, et puis pour amener des fèves pour l'année prochaine. Cette année, les fèves ont très bien marché, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est dans ce carré que nous avions fait une plantation de fèves et de céréales. Les céréales n'ont pas très bien marché, par contre les fèves ont très bien marché. Donc, l'idée c'est de venir installer les tomates ici. Elles seront tutorées, comme d'habitude, avec les fils d'agritube que j'utilise déjà depuis maintenant 2 ans, 1 an ou 2 ans. Alors c'est une espèce de, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de fil plastique assez élastique. C'est le type de fil que l'on utilise pour tutorer les arbres qu'on vous vend en jardinerie. On les attache à leur tuteur avec ce genre de fil plastique qui s'enlève assez facilement. Et donc les tomates seront tutorées avec ça, arrosées donc avec le système de goutte à goutte. Et l'idée c'est de venir mettre, par exemple, quand j'implante une tomate, je viens mettre avec une graine de courge, de melon,
ou de choses comme ça, ou une motte de fraises, de fraisier. Et le goûteur sera placé au milieu entre les deux mottes. Ce qui fait que quand l'eau va s'écouler, elle profitera aux deux plants. Et ça permettra peut-être cette fois-ci d'avoir un peu plus de succès au niveau des cultures. Donc voilà pour la gestion de l'eau au potager. On change de braquet, on passe à la vitesse supérieure. Maintenant que je connais les avantages et les inconvénients des méthodes de certains que je regardais. Une méthode aussi que j'ai beaucoup essayé, la méthode de Cars qui consiste à remplir des coffres comme ça de matière. Ben pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne peut-être pour lui, pour d'autres. Pour moi, ça ne fonctionne pas parce que le matériau que vous mettez à l'intérieur, s'il n'est pas assez mature, il va se décomposer, il va descendre et il va se tasser. Ici un bel exemple. Vous voyez tout le plastique de protection qui apparaît. La matière arrivée tout en haut. Tout ça s'est décomposé et est descendu. Donc il va falloir recharger. Donc par exemple dans ce carré-là, l'année prochaine, il n'y aura que du topinambour, éventuellement de la pomme de terre et éventuellement des fèves. Mais c'est tout. Parce que ce sont les trois cultures qui supportent bien l'absence d'arrosage et qui m'ont permis de faire quelques récoltes. Oui, parce que j'ai récolté quelques pommes de terre cette année. Mais sinon, je pense que je n'y planterai rien d'autre parce qu'il faut un certain temps pour que de la vraie terre se forme et que tout ce que vous plantez là-dedans puisse fonctionner. Et puis surtout, en été, c'est extrêmement drainant ce truc-là. Ça sèche extrêmement vite. Donc vous allez, si vous avez de l'eau à disposition, et surtout si vous êtes un particulier qui a de l'eau du réseau à disposition, vous allez engloutir des litres et des litres d'eau pour avoir quelques kilos de légumes et ça sera bien dommage. Donc il vaut mieux utiliser le sol de départ, le sol d'origine et créer une faible épaisseur par-dessus. Comme ça vous évite. Moi, je ne travaille pas le sol. Je ne travaille pas le sol parce que mon sol est totalement... Enfin, c'est de la pierre. Ah, mon sol... J'essaie de vous montrer ça. Mon sol, moi, je peux pas enfoncer un bâton dedans. Et puis, dès que je commence à creuser, ce que je trouve, voilà, c'est de la caillasse systématiquement partout. Vous voyez, j'ai une très faible épaisseur d'humus. Et dès que je vais gratter un peu en dessous de cet humus, ce que j'ai ici, c'est de la pierre. Voilà. Je n'ai que ce type-là de sol. Donc je me casserai le dos à travailler ce sol pour le rendre arable. Et pour éviter de me casser le dos, ou en tout cas quitte à me casser le dos, je préfère le faire en mettant de la matière, en nourrissant le sol. Ça me permet de ne faire qu'une moitié du travail et pas les deux moitiés. Parce que je pourrais effectivement travailler le sol et ensuite venir rajouter de la matière pour nourrir le sol. Pour moi, ce serait une perte de temps. Donc je préfère mettre la matière sur mon sol qui n'est pas génial et me dire que ce sol doit me servir de roche-mère. Et mon vrai sol, dans quelques années, ce sera celui-là. Donc pour l'instant, c'est pas évident de cultiver là-dedans, hein, mais ça se fait. Ça se fait avec donc ce système dont je vous ai parlé, d'arrosage, de goutte à goutte et autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À la prochaine.